Il peut lancer dehors, sympa. Ouais. Lance dehors, ouais. Il y a plusieurs fichiers quand même. Ah. Comme le niveau de technicité, de réglementation en câble et tout. C'est en cuivre, là. Ça va? Non, mais c'est pas cool. Non, c'est ça que je faisais mal. Tu travailles chez moi, tu vois? Bon, allez. C'est bon? Allez hop, c'est bon, on va pouvoir commencer. Donc voilà, déjà la troisième conférence. On vous a parlé de l'Odyssée des anisés avec un angle très méditerranéen. On a fait le whisky français, comme on a pu le voir, en pleine expansion, donc qui fait 15 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et là, on va parler du winner, du king des spiritueux français, le cognac. 3,1 milliards, un peu plus même maintenant. Ça monte encore, ça monte tous les mois. Enfin, en ce moment, il fait bon vivre à Cognac. Et là, on va vous parler de... C'est un thème assez inédit. La diversité du cognac. La diversité... La diversité, en effet, Alexandre, avec des choses qui ne sont pas forcément très connues en France, mais on a la chance d'avoir des terroirs, on a la chance d'avoir des hommes brillants aussi à Cognac, surtout. Donc, pas mal de diversité. Alors, on en parlait en aparté, une appellation qui est quand même assez contraignante, parce qu'il y a un cahier des charges qu'il faut respecter. Le raisin doit forcément être planté, enfin la vigne doit être plantée dans une zone délimitée, produit, enfin bref, avec un cahier des charges très spécifique. À l'intérieur de ce cahier des charges, on a quand même la possibilité de faire des choses plus ou moins différentes. On parlera de distillation sur lit, on parlera de distillation sans lit. Le terroir a en effet son effet. On a un cépage majoritaire, l'Uni blanc, c'est on va dire 98% de l'encépagement. Mais on va avoir des expressions différentes sur des sols calcaires, sur des sols silico-argileux. Enfin bref, on a des vins avec des profils aromatiques différents. On les distille, on les concentre et on les fait vieillir dans du bois. Alors ça peut être, on va voir plusieurs types de bois. C'est du chêne forcément, mais avec des grains différents. Ça peut être des fûts neufs, ça peut être des fûts qui ont déjà contenu du cognac ou d'autres spiritueux, enfin d'autres vins ou eau de vie de vin. Pas autres spiritueux, sinon on perd l'appellation. Important. Donc pour nous accompagner dans cette belle diversité, Tanguy Boujard de la société Courvoisier. Tanguy qui a sélectionné pour nous deux produits de la gamme. Voilà, l'objectif de cette petite heure, c'est vraiment que vous repartiez avec une vision un peu plus réaliste de ce qu'est Cognac et sa diversité. Donc Courvoisier, un des 4 grands de la région, qui fait beaucoup de volume. Et donc Tanguy a décidé de sélectionner le VS et le Napoléon. Ensuite, on a Olivier Pressigou pour les cognacs Philbert, donc viticulteur, pas mal d'hectares, 130. C'est ça, hein, oui, ouais, 130, mais ils se présenteront mieux tout à l'heure après. C'est très gros à Cognac, 130. C'est bien, ça commence à être intéressant. Une spécificité, on en parlera après aussi. Les viticulteurs à Cognac ont un métier très particulier, c'est qu'ils font la vigne. Pour beaucoup, ils distillent. Et la plupart d'entre eux s'arrêtent à cette activité-là. Peu sont ceux qui font de la bouteille. On a 4500 viticulteurs et à peu près 300 font un peu de bouteille et pèsent peut-être moins de 1% des ventes au global. Donc il y a une vraie complémentarité entre viticulteurs et négociants. Guilhem, Gros Perrin, donc Cognac Gros Perrin pour une autre facette de comment on peut faire du cognac dans la région. Guilhem n'a pas de vigne, n'a pas d'alambic, mais achète des stocks, les fait vieillir, rassemble, ou vend déjà ce qu'il il fait le dénicheur de jolis lots à mettre sur le marché.
peut dire ça comme ça. Oui, je suis éleveur, négociant éleveur. Éleveur. Donc là, pareil, deux expressions chez Guilhem, deux expressions chez Olivier, deux expressions donc, chez Tanguy, qui vont nous permettre de mieux comprendre un peu ce qu'est Cognac dans sa globalité. Avant de parler dégustation, quelques chiffres. On va vous décaler. Vous pouvez vous rasseoir. Allez. Ouais. Deux chiffres. Quelques chiffres, mais rapides. Hein. Un chiffre important, c'est 98% d'export. Pardon, je suis devant vous. 98% d'export vers 160 pays différents. Donc oui, la France, c'est aujourd'hui un marché d'à peu près 4 millions de bouteilles. Ça reste anecdotique malheureusement pour nous. L'objectif, c'est aussi qu'on rende ce produit aux Français, puisque même si le cognac est un produit français, il a été fait par des étrangers pour des étrangers au départ. Hein. Il ne faut pas l'oublier non plus. Sans les étrangers, on n'aurait pas eu de cognac. Ce sont les Hollandais qui ont distillé nos vins les premiers. Ce sont les Anglo-Saxons qui les ont fait voyager partout. Enfin bref, il y a quand même une vraie tradition anglo-saxonne, mais soyons fiers de nos produits, puisque je crois qu'on est le premier pays consommateur de single malt au monde. C'est ça, de scotch. En tout cas. Donc on a quand même des belles choses chez nous. Soyons un peu franchouillards pour ce et les Charentais consomment beaucoup de cognac. Oui. C'est le reste de la France qui en consomme peu, mais ça on y reste contribue la quand boisson même. locale. Ouais, on y contribue. Ça, c'est important. 205 millions de bouteilles. C'est des volumes qui grossissent chaque année. L'économie cognacaise est plutôt florissante en ce moment, et ce depuis quelques années. Donc, on a parlé de 4300 viticulteurs, 279 négociants et à peu près 112 bouilleurs de profession. Des gens qui n'ont pas forcément de vignes, qui vont acheter des vins, qui vont les transformer pour les revendre à des négociants. Voilà. L'AOC Cognac, c'est cette jolie carte avec 76 000 hectares de vignes. C'est un très gros vignoble. Hein. Aujourd'hui, c'est à peu près 10% de la superficie française de vignes. 20% de la production des vins blancs, je crois. Hein, exactement. En France, quand même. Mais malheureusement, personne ne le sait, puisque c'est un vin qui n'a pas une destination de vin de bouche. C'est un vin de distillation. Longtemps, on a entendu vous distiller vos vins parce qu'ils ne sont pas bons. Non. Un vin de distillation, il a des caractéristiques particulières. Il doit être acide et peu alcoolisé, puisqu'il doit naturellement se conserver. Donc, on va avoir des rendements importants pour avoir un volume d'alcool faible et une acidité très élevée. Et c'est par la distillation qu'on va concentrer. Il faut rappeler que c'est le vignoble qui a quand même été monté par Aliénor d'Aquitaine. Bon, ça existait déjà avant les Romains. Aliénor d'Aquitaine a développé d'abord le vignoble charentais avant le bordelais. C'est le même vignoble, hein, il est contigu. Et qu'au XVIe siècle, ça faisait partie des plus grands vins blancs de France. Donc c'est pas né de rien et fait pour la distillation. C'est des grands vins que l'on a destinés à l'export. Et ils étaient fragiles, donc par la distillation, on a pu concentrer la valeur et les protéger. Ils ont pu prendre la mer. Exactement. C'est ça. Et puis, il y avait une contrainte, c'était économiquement aussi exister à côté d'une région de Bordeaux qui était très florissante sur les vins. Et donc, comme il y avait une demande assez forte de vins de distillation pour créer des alcools, la région s'est rapidement décidée à vraiment créer un vignoble à destination de ces vins particuliers. Et ça a été une vraie spécificité. Si on compare avec l'Armagnac, par exemple, qui a gardé pas mal de vins de bouche, Cognac est passé sur un vignoble de vins de distillation assez rapidement. Alors, un cépage majoritaire, l'Uni blanc. On va peut-être profiter de l'Uni blanc pour notre première dégustation sur le VS. Tanguy, si tu veux prendre ma place. Et présenter un peu. Oui, sur le VS, donc c'est le cognac le plus jeune qu'on peut commercialiser finalement, puisqu'on a des eaux de vie qui ont vieilli un minimum de 2 ans. C'est vrai qu'on parle souvent du cognac comme un spiritueux qui va gagner en complexité avec le vieillissement, mais il faut aussi penser que... Pardon, monsieur, au troisième rang. Du coup, oui, effectivement, le VS, comme tu disais David tout à l'heure, ça représente quasiment 50% des exportations de cognac aujourd'hui. Donc c'est quand même la grosse partie des volumes qui sont exportés. Et c'est vrai que pour une maison comme Courvoisier, le VS, c'est encore plus de 50% des ventes. On doit se rapprocher des 70% sur des marchés comme les États-Unis, l'Angleterre, un petit peu moins la Russie et la Chine. Mais Courvoisier, c'est quasiment 80% des exportations qui se font vers les États-Unis et l'Angleterre. Donc 2 marchés très importants. Et c'est vrai que le VS, il représente aussi un challenge, puisqu'on va on a un produit qui doit être prêt dans les 2
temps qui suivent la distillation. Donc c'est pour ça que c'est intéressant pour nous de présenter cette qualité-là. Et aussi dans un deuxième temps, puisqu'on va te parler un petit peu de cru, on a aussi différents crus qui vont apporter différents types. On a peut-être la carte. Crus, donc plutôt se destiner à des cognacs jeunes, et de crus, on va avoir un potentiel de vieillissement un peu plus important. On peut avoir la carte, je pense, si tout va bien. Par là. Donc, concrètement, dans les crus que l'on va utiliser dans le VH chez Courvoisier, on a à peu près 90% des eaux-de-vie qui vont provenir des fins bois. Les fins bois, c'est le cru que vous avez en jaune. Ouais. Je ne sais pas si tout le monde voit très bien son carte, c'est un petit peu petit. Elle est un peu petite. On peut peut-être considérer comme le quatrième cru du cognac. Au centre, vous avez la grande champagne et la petite champagne qui se caractérisent vraiment par des sols calcaires qui vont produire des eaux-de-vie qui vont avoir un potentiel de vieillissement assez long. Ensuite, au nord-ouest de Cognac, vous avez ce qu'on appelle le Borderie, le petit cru de l'appellation, où là on a des terres plutôt argileuses avec du silex, et qui se caractérise un petit peu par le caractère floral des eaux-de-vie que l'on produit dans cette région. Et enfin, autour de ces trois premières régions, vous avez cette zone en jaune où on a un mix un petit peu de sol argileux et de calcaire, où on va produire des eaux-de-vie plutôt fruitées. Donc ça, c'est vraiment, nous chez Courvoisier, les fins de bois, c'est une zone, entre guillemets, un cru qui est stratégique pour nous, puisque, comme je vous disais, la majorité de nos exportations sont des cognacs jeunes, et on va utiliser ces eaux-de-vie qui proviennent des fins de bois dans l'assemblage de ces cognacs jeunes. Donc 90% de fins de bois, on va vraiment chercher le côté fruité, très frais, une note de bois très légère, une note un petit peu vanillée qu'on va apporter avec le vieillissement sous en fût de chêne. Et enfin, on va assembler aussi ces eaux-de-vie qui viennent de fin bois avec des eaux-de-vie qui viennent de Petite Champagne, donc cette zone qui se trouve au sud de la Grande Champagne. Oui, sur la partie la plus orangée en fait ici. Et c'est vrai que ces eaux-de-vie de Petite Champagne, elles vont vieillir un petit peu plus longtemps. On va gagner un petit peu en complexité, en longueur en bouche grâce à ces eaux-de-vie-là. Donc un cognac très jeune, mais qui a toutes les qualités pour être dégusté seul. Mais concrètement, la finalité de ce type de cognac aujourd'hui sur nos marchés, ça va plutôt être une consommation en bar, en boîte de nuit, où là, généralement, les cognacs vont être allongés de divers sodas. Dites-vous qu'aujourd'hui, sur divers, vous avez presque 7 verres qui vont être consommés de façon différente qu'en digestif. Très souvent en cocktail, en boîte de nuit, au cours des repas, beaucoup en Asie, pour accompagner des plats. D'ailleurs, il y a une expérience qu'on vous invite à vivre sur 3 bouchées qui ont été préparées, des cognacs différents, sur des températures de service différentes. Voilà, c'est un mode de consommation assez répandu. Alors, là aussi, souvent, les gens ont tendance à déguster les vins, enfin les spiritueux comme les vins. On agite le verre, on met le nez dedans, on dit que c'est fort. Ouais, soyons prévoyants avec les spiritueux, on ne met pas le nez forcément trop loin. Quand on en met en bouche, on le mâche beaucoup et on n'oxyde pas, hein, contrairement à ce qu'on peut avoir sur le vin. Petite précaution qu'il est parfois bon de rappeler. Oui, Tanguy, tu disais vos marchés principaux, États-Unis et Grande-Bretagne. Oui, aujourd'hui chez Courvoisier, je pense que les États-Unis, ça représente quasiment 50% de nos expéditions. Donc c'est une grosse part quand même de nos expéditions. Et l'Angleterre, un marché historique pour Courvoisier, où là on doit être aux alentours entre 26 et 27% de nos expéditions. Donc c'est vrai que ce sont 2 marchés quand même qui représentent plus des 3 quarts de nos expéditions aujourd'hui. Et puis 2 marchés qui sont quand même importants pour le cognac d'une manière générale. C'est vrai que Courvoisier, contrairement à d'autres maisons de cognac, va être moins présent sur la partie Asie, aujourd'hui en tout cas. Okay. Alors là, effectivement, sur le VS, on n'a pas trop parlé de distillation encore, mais c'est vrai que David, on a parlé tout à l'heure qu'on avait une distillation avec ou sans lit. En fait, suite à la fermentation des vins, on va avoir ces lits qui vont se précipiter au fond des cuves, qui sont les levures mortes qui ont servi à se transformer les sucres en alcool. Et donc, effectivement, dans le process d'élaboration du cognac, on a le choix de distiller les vins clairs, donc les vins où on aura enlever toutes ces lits ou garder tout ou partie des lits pour la distillation. Alors chez Courvoisier, on fait un petit peu les deux, puisque finalement tous les vins qui proviennent des fins bois, on va distiller les vins clairs. On cherche vraiment à avoir ce côté frais et fruité dans les eaux de vie. Et
on considère, c'est vrai chez Courvoisier, que les lits apportent un petit peu de lourdeur sur les jeunes eaux de vie, qu'on ne souhaite vraiment pas avoir dans nos assemblages jeunes. Et par contre, pour tout ce qui est petite champagne, grande champagne et borderie, là, on va distiller avec les lits parce que ces lits, au cours du vieillissement, vont apporter un peu des esters. Et ces esters vont contribuer à la complexité des eaux de vie. Vont apporter des arômes supplémentaires comme des arômes de fleurs blanches ou des arômes de pâtisserie quand on a des eaux de vie encore un petit peu plus vieilles. Donc voilà l'intérêt d'avoir ces deux types de distillation. Si tu dois parler d'un nombre d'eau de vie dans un assemblage comme ce VS-là, vous êtes parti sur combien d'échantillons à peu près? Sur nos deux qualités jeunes, le VS et le VSOP, généralement on assemble une vingtaine d'eau de vie pour faire ce type de cognac. Pour avoir la linéarité. Ok. Merci Tanguy pour cette première introduction. Pour passer sur le rôle du bois, puisqu'on n'en a pas encore parlé jusque-là, on parlait de grains fins, de gros grains, de chêne forcément, un minimum de 2 ans sous bois de chêne. Olivier, si tu veux venir pour nous expliquer un petit peu la particularité de ce que tu as sélectionné sur le deuxième échantillon. Oui, alors, je vais vous parler un petit peu rapidement de qui on est déjà, donc Maison Philbert. Alors je dis on parce qu'en fait je suis associé avec mon frère qui n'est pas là. Donc nous en fait on fait partie des viticulteurs bouilleurs de cru, enfin ma famille historiquement, exploite des vignes, distille, fait vieillir et fournit en fait les grandes maisons du cognac, les grandes majors. Il y a 10 ans de ça, on a décidé donc avec mon frère, on était parti, on s'était orienté différemment parce que au moment de choisir ce qu'on allait faire dans la vie, le cognac était en crise et on s'était un peu orienté sur autre chose. Et puis début des années 2000, bon ça allait pas mieux, mais on sentait que ça frémissait un petit peu, donc on a décidé de revenir au bercail et donc on a continué à développer l'activité bouilleur de cru. Et c'est très récemment, il y a 4 ans à peu près, qu'on a décidé de créer la marque Philbert. Et donc nous, on a pris un peu les choses dans l'autre sens, c'est-à-dire que là, on parle de la diversité, on reparle de diversité dans le cognac. Moi, je pense qu'à la base, c'est que de la diversité, le cognac. Parce qu'il y a 4000 et quelques exploitants, donc autant d'hommes, des terroirs. Bref, à la base, pour moi, c'est de la diversité. Et on a cherché à standardiser le produit. Le négoce a été obligé de standardiser ses produits et assembler plein d'eau de vie pour obtenir un cognac qui finalement se ressemble aujourd'hui. Et donc, on parle maintenant, on fait un peu marche arrière, on dit, mais la diversité. Donc, la diversité, je pense qu'elle est effectivement dans les hommes, dans le terroir, dans le matériel, dans les distilleries. Et nous, on s'en est aperçu assez rapidement parce qu'on a deux distilleries sur 2 terroirs différents et 2 hommes, mon frère et moi. Et on distille avec le même cahier des charges et on avait des produits qui étaient quand même assez différents. Alors il y a des leviers qui sont assez évidents comme la lie, parce que d'un côté il y a de la lie, l'autre pas, donc effectivement ça change beaucoup. Mais il y a aussi le terroir, et il y a aussi les paramètres de réglage de la distillerie. Enfin, il y a énormément de choses qui sont difficiles, la qualité des vins, qui sont difficiles à maîtriser, mais qui donnent en fait une grande diversité, quoi. Il n'y a pas 2 eaux de vie pareilles. Et quand on a décidé donc de travailler sur la marque Philbert, enfin, on s'est tâté à faire des assemblages au début. Et on s'est aperçu que finalement on faisait un produit qui ne correspondait pas forcément. Et donc on a choisi de faire les choses plus simplement en mettant en bouteille ce qu'on faisait sur chaque distillerie. Et en l'écrivant, en le décrivant, en expliquant ce qu'on a fait et pourquoi les 2 produits sont différents. Les produits de chaque distillerie sont différents. Donc on a poussé un peu le truc. Donc en ça, on est tous singuliers. Donc en ça, on était déjà dans la diversité, quoi. On a poussé un petit peu la chose puisqu'on a fait une finition en fût de Sauterne. Alors je sais pas, je crois qu'on était un peu les premiers. Alors, au début c'était un peu compliqué, on faisait pas de bruit d'ailleurs parce qu'on savait pas trop ce qu'on allait nous dire, notamment nos clients, nos gros clients. Donc on n'a rien dit pendant 2 ans peut-être avant que
de faire un peu plus de bruit. Voilà, donc on laisse cette finition. Donc le produit, il passe un peu en fût neuf, très peu. On voit, il est très pâle. Hein. Donc on n'a pas cherché à trop marquer le bois. Et donc on a cette finition en fût de Sauterne qui apporte encore autre chose que les fûts neufs traditionnels ou les fûts roux traditionnels en cognac. Donc là, on est sur une petite champagne. Je l'ai dit tout à l'heure, il y a une distillerie en petite champagne, l'autre en grande champagne. Donc là, on est sur des petites champagnes distillées sans lit. Donc on a un produit qui est plutôt fruité et qui est très droit en fait. La lie apporte beaucoup de rondeur aux eaux de vie et là on a quelque chose de beaucoup plus sec, beaucoup plus droit, plus frais. Et donc après on a la finition Sauterne qui apporte une touche de moelleux et du fruit quoi, évidemment quoi. Combien de temps vous laissez sur ces finishes? 3 mois. 3 mois. Donc c'est relativement rapide. Mais donc là, on est sur un millésime 2014, toujours dans l'idée de ne pas chercher à brouiller les pistes, hein, en fait. Hein. Donc on est sur une année, pas une parcelle, mais c'est un autre produit qu'on a qui est sur une parcelle aussi. On profite de la traçabilité qui est intrinsèque dans notre façon de travailler, puisque donc on va du pied de la plantation à la bouteille, donc on a une traçabilité de tout ça. Voilà, donc là on a une année, une distillerie, un terroir et un distillateur, c'est qui est moi. Parce que sur les 2 distilleries, on travaille tout seul, on n'a personne hein, sur la distillation. Donc c'est une période qui va démarrer bientôt là, qui est un peu compliquée, hein, surtout aujourd'hui avec les rendements qu'il y a, qu'on nous demande. On a beaucoup de distillation, ça dure 5 mois. L'alambic est comme celui-là. Je ne sais pas si vous avez déjà vu un alambic cognacé, forcément, mais c'est une grande marmite, 2500 litres de vin maximum, et il faut que ça passe 2 fois. Hein. Donc la méthode, on parlait du whisky tout à l'heure, dites-vous que cette méthode-là, elle va être un peu plus onéreuse aussi par rapport à la matière première qui va être distillée. Hein. En gros, ça va coûter presque 10 fois plus cher à faire. Et 15 fois plus cher que de la vodka. Donc, quand on parle d'un cognac parfois plus élevé en prix, ça s'explique aussi par toutes ces règles imposées par l'AOC. Donc, distillation, en effet, qui peut démarrer légalement début octobre et finir officiellement le 31 mars de l'année qui suit la récolte. Donc, c'est un temps limité pour garder la qualité des vins, c'est important. Puisque avril chez nous il fait beau parfois, on a la chance d'avoir des jolis mois d'avril, mais ça fait tourner les vins, donc idéalement il faut avoir terminé au 31 mars. C'est une année, hein, c'est 2014. Est-ce qu'il y a eu du fût neuf au départ ou pas? Alors on met un peu de fût neuf, mais très peu, hein, ça se voit à la couleur. Ouais. Hein. Oui, c'est. Donc là, voilà, donc on rajoute pas grand-chose en fait. Hein. Bon, ça se voit aussi. Alors, du coup, c'est plus simple en plus. Ok. Merci. Beaucoup de rondeur en bouche, hein. C'est beaucoup plus texturant. On sent cet apport de sucre naturel qui donne beaucoup de souplesse en bouche. 41,5. Faut rappeler que depuis 2015 seulement, on a le droit de mentionner le type de finish sur les autres étiquettes. Mais les fûts de Sauterne étaient déjà utilisés, mais on n'avait pas le droit d'en faire la mention, puisque le cépage principal du Sauterne, le sémillon, fait bien partie de l'appellation cognac. Donc c'est ton sur ton, puisque ce sont les mêmes cépages que l'on utilise pour le pinot ou le cognac. C'était pas une hérésie. Ce qu'il fallait, c'est surtout pas utiliser des fûts soufrés. Ça a été la plus grosse complexité pour certains. Mais là, ça va, parce que c'est juste à côté, donc on peut aller chercher des fûts frais assez facilement. Merci Olivier. Pour illustrer une autre partie de la diversité sur le terroir, Guilhem nous a proposé un fin bois pour sa part, un fin bois sur un millésime un peu plus vieux, 2006. Guilhem, si tu veux présenter un peu ta maison d'abord. Donc, alors en quelques mots, moi je suis négociant éleveur. Vous l'avez vu, il y a différents types d'opérateurs à cognac. Il y a les producteurs, dont certains peuvent être bouilleurs de cru, c'est-à-dire qu'ils vont posséder leur alambic et distiller pour leur propre compte.
Et puis ensuite, vous avez des négociants. Parmi eux, il y a différentes catégories. Il va y avoir, on va dire, les marchands en gros, c'est-à-dire les gens qui vont acheter des eaux-de-vie et souvent ne pas les garder en stock, mais les revendre aussitôt à d'autres maisons. Beaucoup d'entre eux, d'ailleurs, sont aussi distillateurs de profession, c'est-à-dire qu'ils vont posséder des alambics. Et puis, vous avez des négociants éleveurs, dont il en reste très peu en réalité, qui sont des gens qui vont porter les stocks et les faire vieillir dans leur propre chai jusqu'à la commercialisation en bouteille. Voilà. Donc, je fais partie de ces maisons-là. C'est dans la tradition, on va dire, 19e siècle du cognac. En réalité, au 18e, 19e, c'est les fondements du cognac. David disait tout à l'heure que le cognac n'était pas un produit tout à fait français. Et c'est vrai, en fait, à Cognac, on produit du vin depuis très longtemps. Mais le principe de distiller le vin et puis ensuite de le faire vieillir, de faire vieillir l'eau-de-vie, est quelque chose qui a été importé, si je puis dire. Voilà. Et donc, beaucoup de maisons ont cette culture-là, ou en tout cas l'avaient. Voilà. Donc là, ce qu'on va goûter aujourd'hui, c'est un fin bois 2006. Alors, ce cognac a différentes particularités. C'est mon plus jeune cognac, déjà. On n'a pas de cognac plus jeune que celui-ci sous la gamme Gros Perrin, qui est notre marque principale. Alors pour situer différentes marques, ça peut faire peur. Nous, on fait que 30 000 bouteilles par an. C'est très peu, hein, c'est pour situer un petit peu le volume. Et donc, ce cognac-là provient d'un viticulteur avec lequel je suis en contrat. C'est-à-dire que je lui achète tous les ans 100% de sa récolte sur une parcelle que j'ai sélectionnée. C'est une parcelle de folle blanche, un vieux cépage. On n'a pas encore parlé des cépages où... Oui. On a parlé du Nid Blanc qui est de 98%, mais deux cépages avant le phylloxéra étaient très présents, c'était la folle blanche et le colombard. Voilà, donc là on est sur la folle blanche, qui est donc un cépage qui a une longue histoire avec Cognac. Vous le retrouvez sous d'autres noms, parfois moins sexy dans d'autres appellations françaises, comme le Gros Plan par exemple. C'est purement et simplement la même chose. C'est un cépage qui est assez pratique parce qu'il donne déjà des gros rendements, ce qui est important pour des vins de distillation, parce qu'on a besoin de maturité et à la fois d'acidité. Et donc, souvent, pour avoir ces deux choses-là, il faut faire du rendement. Et puis, mais il a une faiblesse, ce cépage-là, c'est qu'il est très sensible à la pourriture, au botrytis. Et donc, ce qui fait que bien souvent, en fin de saison, au moment de vendanger, on est déçu parce qu'on trouve dans la vigne, quoi. Voilà. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui la folle blanche représente grosso modo, je crois, 1% de l'encépagement. À peu près. C'est très faible. C'est un cépage qui a très mal vécu le greffage en fait. Hein, avant la crise du phylloxéra, c'était peut-être 50% de l'encépagement global. Et malheureusement, une fois greffé, ça donnait des rendements qui n'étaient pas linéaires du tout. Parfois, il y avait des choses magnifiques, mais l'année d'après, il n'y avait rien. Donc, dans un souci de ce volume linéaire pour avoir des rendements, ils ont progressivement été abandonnés, oui. Et le colombard et la folle blanche, milieu des années 50. Oui, absolument. En fait, ça fait plus de 10 ans à peu près que j'ai des contrats en folle blanche. Et ce que je peux dire de mon retour d'expérience avec la folle blanche, c'est que sur 10 ans, on va dire, il y a grosso modo 2 années qui ont été supérieures à l'Uni Blanc en termes de qualité. Donc la folle blanche, c'est un nom qui fait rêver, qui est très sexy, très marketing aujourd'hui. Mais en réalité, j'en ai vendu beaucoup à d'autres maisons et j'ai gardé peu de choses chez moi parce que la folle blanche est souvent décevante. Voilà. Bon, là, en tout cas, on goûte une folle blanche qui a vieilli intégralement chez nous, d'abord en fût neuf, en gros grain, et puis elle a une autre particularité, elle vient d'un viticulteur qui était en bio, qui n'est plus en bio malheureusement, qui était en bio dans ces années-là. Donc c'est un cognac qui a été produit selon les règles de l'agriculture biologique. Enfin, cognac, vin. On fait du raisin bio, lequel devient un vin bio par suivi naturel, et ensuite un cognac bio. Mais en fait, la viticulture bio s'entend, le raisin est bio. Ok. Oui, moi aussi je suis agréé bio, bien sûr, mais on va dire l'essentiel c'est le raisin lui-même. Voilà. Si je n'étais pas agréé bio, je n'aurais pas le droit de stocker et d'embouteiller un cognac bio. Voilà. Donc nous-mêmes, on est audité par Ecocer régulièrement sur le suivi qualité. En tant que négociant, c'est vraiment pas contraignant, c'est pas compliqué, c'est parfois même un peu ridicule, je vous cache pas.
Mais Il y a un moment sur le caramel colorant où là, il faut qu'il soit bio aussi. voilà, donc nous, le problème est vite réglé. Je mets pas de caramel, pas de sucre, je fais pas de passage au froid et je fais pas de filtration. Et il n'y a pas de boisé, donc du coup, on n'a pas ce problème-là. Mais ça impose des choses assez rocambolesques, du style, par exemple, de rincer un fût à l'eau avant de rembouter, d'utiliser un fût qui a utilisé autre chose. On est censé le rincer à l'eau. Enfin, bon, voilà. Alors que c'est Des la choses comme magie ça. du cognac, d'aller chercher ce que le fût a contenu avant. Enfin, Voilà. bref. Donc dans ces cas-là, il faut juste penser à écrire sur le papier qu'on l'a rincé à l'eau. Voilà, c'est tout. Voilà. Mais t'es en règle. Donc c'est Après, t'es en règle. voilà, exactement. Donc en fait, le bio en lui-même, il faut savoir que le cognac bio ou pas bio ne contient pas de résidus phyto. Voilà. Il y a 10 ans de ça à peu près. Moi, j'ai repris la maison il y a 15 ans maintenant. Il y a 10 ans de ça, j'avais été le premier à faire des analyses sur tous les cognacs du chai. J'avais fait venir un huissier dans le chai et j'avais demandé à l'huissier de prélever 12 échantillons, du plus jeune au plus vieux. C'était la seule consigne que j'avais donnée. Elle avait choisi elle-même. On avait envoyé tous les échantillons chez Eurofins pour faire des analyses, ce qui est un labo accrédité COFRAC. Et on avait analysé 400 résidus phyto à un seuil de détection très faible, je ne sais plus lequel, je crois que c'était inférieur à 1 micron, un truc comme ça. Et sur les 400 résidus phyto, il y avait ND partout, c'est pas compliqué, c'était non détecté. La double distillation supprime tout. Voilà. Donc le bio a un sens environnemental et social, ce qui n'est pas rien aujourd'hui, qui est très important. Et donc ça se justifie à ce titre-là principalement. Voilà. Et ce qui n'est pas une petite justification. Voilà. Oui, absolument, tout à fait, c'est un impact économique. Ouais. Une question. Aussi, oui. 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 Alors, donc, non, 43,9. Alors, c'est un cognac un peu spécial, celui-là. Donc, en fait, comme c'est jeune, d'habitude, je ne mets pas des cognacs aussi jeunes dans la gamme, mais celui-ci, je l'ai mis parce qu'il cumulait, on va dire, différentes spécificités. D'une part, il est 100% folle blanche. D'autre part, il est originaire d'un vignoble en bio. Et il a été distillé selon une façon qui ne se fait plus vraiment aujourd'hui et qui est un peu limite au niveau décret, qui est donc ce qu'on appelle la méthode grasse. Peut-être certains d'entre vous ont connu les cognacs Léopold Gourmel de l'époque de la famille Voisin. Encore aujourd'hui, peut-être, je ne sais pas. Voilà, c'est des cognacs qui sont assez secondés. Qui sont très gras et donc très aromatiques et donc qui vieillissent très vite. Ah oui, on va peut-être être un peu plus précis pour les néophytes. Quand on fait la seconde distillation, en fait, dans la seconde distillation, vous avez 4 parties. Les têtes, où on va vraiment couper peut-être 10-15 litres. Ça sent l'éther, ça sent l'alcool de scotch. C'est vraiment beaucoup d'alcool supérieur. Ça, c'est pas intéressant. Et à quelques litres près arrivent des arômes très intéressants. C'est aux alentours de 78 souvent. Ces arômes intéressants, ils vont s'arrêter en moyenne vers 60. Et après 59, ça devient un peu plus lourd. Si on met un peu de seconde, c'est-à-dire qu'on va laisser couler jusqu'à 57, 58, 56, peut-être un peu moins, et on obtiendra des eaux de vie qui auront quelque chose d'un peu plus lourd au nez, mais qui potentiellement auront un vieillissement différent. Oui, un petit peu. Alex dit on se rapproche de l'Armagnac, c'est pas faux. Bon, même si là, par la double distillation, on a un peu autre chose aussi, mais dans la philosophie, on n'est pas... Voilà, en tout cas, on est sur des extractions aromatiques qui sont hors normes et qui sont idéales, on va dire, pour des cognacs jeunes. Voilà, parce que tout de suite, on a quelque chose d'assez démonstratif et très gourmand. Ouais. Voilà. Oui. Oh, je sais pas répondre à cette question. Ça dépend des jours. Il y a des jours où il y a les choses qui sont très anciennes, on les vend tous autant que nous sommes, on n'aime pas trop les vendre, quoi. Voilà. Et donc, j'ai des cognacs du début du 19e siècle en chai. Voilà. Ça m'arrive d'en vendre, mais rarement. Voilà. Tu préfères les faire goûter, en fait. C'est vrai. C'est vrai. Bon, merci Guilhem. Le temps passe. On va enchaîner peut-être avec... donc voilà 3 expressions de cognac assez jeunes.
même si le dernier échantillon pourrait être en qualité XO, puisque 2006, un XO, l'eau de vie la plus jeune doit avoir un minimum de 10 ans, hein, donc il aurait pu partir dans cette qualité. On va voyager sur une autre qualité historique quand même, Napoléon. Tanguy, pourquoi Napoléon ? Effectivement, on va continuer avec une qualité plus ancienne chez Courvoisier. Donc on a goûté la plus jeune tout à l'heure, de toute façon, le VS. Là, nous, on a choisi de vous faire déguster le Napoléon parce qu'il a une certaine valeur historique pour Courvoisier. Faut savoir que l'histoire de Napoléon, de Courvoisier, pardon, est liée à celle de Napoléon Ier. Tout simplement puisque Napoléon Ier a commandé des eaux de vie chez Émile Courvoisier quand il était négociant à Paris, au cours Saint-Émilion. A priori pas pour sa consommation personnelle, puisqu'il n'était pas forcément amateur de vin et de spiritueux, mais plutôt pour ses soldats. À l'époque, il avait l'habitude de dire a priori du vin le soir et du cognac le matin. Donc sûrement pour les aider à dormir le soir et leur donner beaucoup de courage le matin. Pour aller au front le matin. Voilà. Donc ça, c'est vraiment le début du 19e, puisque la visite de Napoléon Ier chez Courvoisier, enfin, dans les chais d'Émile Courvoisier, date de 1811. Mais c'est vrai que le lien entre la maison, entre cette histoire et puis le packaging de la maison est arrivé un peu plus tard, puisque ça va se développer vraiment entre 1910 et 1950. Et en fait, 1910, c'est la date de création de la qualité Napoléon qu'on va goûter aujourd'hui. Alors, les eaux de vie de l'assemblage que l'on va déguster ne datent pas de 1910. Ce sont des eaux de vie un petit peu plus jeunes aujourd'hui. Mais en 1910, on va avoir deux catégories, vraiment les cognacs jeunes, type VS et VSOP. Et Courvoisier, à cette époque-là, sous l'influence d'une famille anglaise, va décider de créer un cognac justement un petit peu différent, un peu plus vieux, justement vraiment fait pour le marché anglais. Et donc ils vont demander à leur maître de chai de l'époque, Louis Renard, de créer cette qualité. Et Louis Renard va créer une qualité avec des eaux de vie qui ont vieilli un minimum de 6 ans. Et c'est vrai qu'on a une concomitance finalement avec le premier décret de l'appellation cognac, puisque le premier décret date de 1909 et que cette qualité va arriver en 1910. Courvoisier ne va pas déposer cette qualité en tant que marque, et finalement cette qualité va essaimer dans le cognac comme dans d'autres spiritueux d'ailleurs. On va retrouver cette appellation Napoléon un petit peu partout, et c'est vrai que jusqu'en les années 80, je pense que l'appellation Napoléon était très présente dans le cognac. Et finalement, après, sous l'influence peut-être de NC, on s'est tourné vers l'appellation XO, sachant qu'on était sur les mêmes comptes d'âge, puisque jusqu'à avril 2018, le XO était toujours en compte 6. Alors qu'aujourd'hui, en effet, ça a créé un élément de plus dans la gamme, puisque le Napoléon est resté en compte 6 et XO est passé en compte 10. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour faire un XO, il faut un minimum de 10 ans, alors qu'avant avril, on pouvait encore avoir quelques eaux de vie de 6 ans. Et donc c'est vrai que la plupart des maisons ont tout simplement remplacé l'appellation de leur cognac Napoléon, qui est devenu tout simplement un XO, un cognac XO. Mais chez Courvoisier, étant l'instigateur de cette catégorie, on a fait le choix d'avoir un Napoléon qui allait rester en compte 6 et de créer un XO dans les années 80, donc en 1984 pour être exact, qui allait être sur on va dire un profil aromatique complètement différent du Napoléon. Donc voilà un peu l'idée derrière le... Du coup, aujourd'hui, c'est un Napoléon. C'est un Napoléon. En fait, il y a finalement, non, parce qu'il est en 6 ans, donc ça reste Napoléon. Si vous voulez, Napoléon est resté en compte 6. XO, Extra, hors d'âge sont passés en compte 10. Mais il y a quand même eu finalement la création d'une qualité intermédiaire qui existait de facto, puisque ceux qui font des Napoléons ont quand même des XO. Mais globalement, c'était souvent un intermédiaire entre le VSOP et l'XO. Alors, dites-vous que... Alors, on n'est pas dans le vin. Et l'objectif principal du maître de chai, c'est de recréer la même linéarité. Donc, pour arriver à cette même... Vous n'y verrez que du feu. Il faut que... Et c'est là toute la subtilité, finalement, de ce métier. C'est avec des éléments différents. Un peintre, pour moi, c'est un peintre qui va aller chercher une petite touche de jaune pour avoir cette complexité globale et avoir cette linéarité. Mais oui, en effet... peut-être que votre XO que vous avez chez vous aura des eaux de vie de 6 ans. Ça ne veut pas dire que c'est un âge moyen de 6 ans. Ça veut dire que la plus jeune a 6 ans. Voilà. Et donc
effectivement, si on veut parler d'âge, pour ce Napoléon, on est sur un assemblage d'une trentaine d'eau de vie. La particularité du Napoléon, c'est aussi le fait que c'est une appellation fine champagne. Donc là, pour l'appellation fine champagne, on va utiliser uniquement des eaux de vie qui proviennent de petites champagnes et de grandes champagnes, avec une majorité de grandes champagnes. Et donc là, une trentaine d'eau de vie qui ont vieilli pour les plus jeunes 7 ans sous bois et pour les plus vieux dans l'assemblage jusqu'à 20 ans. On est sur un cognac plutôt traditionnel qui se consomme, je dirais, plutôt en digestif. C'est un cognac qui est assez puissant, qui a une structure tannique assez importante. On va commencer à développer un début de rancio, ce côté un peu gras qu'on peut avoir sur les eaux de vie qui ont vieilli plus longtemps. Et puis voilà, c'est vraiment une qualité iconique pour Courvoisier. Comme vous pouvez le voir, c'est une bouteille qui est un peu old fashion, qui est restée un peu dans son jus avec Joséphine. Voilà, c'est la bouteille Joséphine, tout à fait. C'est vrai qu'au-delà de l'assemblage, il y a aussi la forme verrière qui a du sens pour Courvoisier, puisque c'est une bouteille qui a été créée en 1951. C'est vrai, au moment où les maisons de cognac ont vraiment commencé à développer des formes verrières pour se différencier les unes des autres. Ça sous l'influence de Claude Boucher. Voilà, un cognac qui est créé en 1910 et que, comme le disait tout à l'heure David, après par la magie de l'assemblage, on arrive d'une année sur l'autre à recréer un assemblage qui va avoir les mêmes caractéristiques aromatiques en partant d'ingrédients qui vont être finalement différents, puisqu'on n'a pas la même eau de vie d'une année sur l'autre. Beaucoup de rondeur déjà, on est sur des choses beaucoup plus gourmandes. Sur l'oxydation, on peut parler déjà de notes d'oxydation. Assez recherché dans le Cognacé sur des plus vieilles eaux de vie. On parlera de rancio, côté oxydatif. On en parlait tout à l'heure. Rance en France, généralement, ça fait pas rêver. Chez nous, ça fait rêver parce que c'est des eaux de vie qui ont séjourné très longtemps dans des chais bien cachés à l'abri. Il ne reste pas grand-chose, mais en général, ce qui reste, c'est plutôt très concentré et plutôt très bon. Merci Tanguy. Olivier, on va enchaîner avec l'échantillon suivant pour toi. C'était... Autre expression d'un assemblage, mais différent quand même. Oui, donc là, le dovecote, c'est le pigeonnier en anglais. Donc en fait, on a fait un assemblage à partir d'eau de vie qui provenait d'une seule et même parcelle, qui est la parcelle la plus haute en fait du domaine et qui est particulièrement bien exposée. Et donc on s'est aperçu à la dégustation des vins qu'on avait toujours des vins aromatiques intéressants sur cette parcelle, liés à l'âge, à l'exposition. Donc il y avait une bonne maturité, etc. Donc on a décidé d'essayer de faire quelque chose avec les eaux de vie issues de cette parcelle. Donc c'est un assemblage. Donc c'est plus classique par rapport à ce que nous on fait d'habitude. Là on est sur un assemblage de vie qu'on a eu un peu de fût neuf et un peu de fût neuf c'est 3-4 mois. Ensuite c'est des fûts roux de cognac classiques. Et donc les eaux de vie ont entre 4 et 10 ans. Donc c'est pas très vieux parce qu'en fait moi ça fait juste 12 ans que je suis revenu donc sur l'exploitation familiale et l'idée c'était de vraiment faire ce que nous, mon frère et moi, on a produit, quoi. Donc on reste là-dedans, dans cette idée-là, quoi. Donc on n'a pas utilisé les eaux de vie du grand-père qu'on a, qui sont plus vieilles, mais on les garde. Et serviront sûrement un jour à autre chose. On jette rien à cognac, on garde tout. Serviront à autre chose, mais l'idée c'était de mettre en bouteille ce que nous on fait, notre travail, quoi. Donc c'est pour ça qu'on a finalement un assemblage pas très vieux, même si 10 ans, on retrouve quand même du rancio, vous allez voir toutes ces choses-là. Donc c'est des eaux de vie aussi plutôt distillées avec la lie. Donc c'est plus rond, plus complexe, plus riche, plus gras. Vous n'avez pas les verres, donc ouais. Avant-dernier échantillon. Donc on parle rarement de parcellaire en fait à Cognac, mais on pourrait. C'est pas très culturel pour nous, mais en effet, finalement, on n'est que sur un endroit, dans une propriété, et ça nous donnera forcément des résultats différents avec un assemblage qui pourrait être sensiblement le même sur l'âge, mais qui proviendrait pas forcément du même endroit. C'était vraiment dans cet objectif que de vous faire déguster ce panel assez vaste. C'est un grand voyage
dans le temps et aussi dans la façon d'élever. Peut-être que les furous ont pas... C'est peut-être un terme qui n'est pas très clair pour tout le monde. Peut-être que si. Oui, non. C'est bon. À Cognac, il faut se dire qu'un fût va être considéré neuf chez certains tant qu'il n'aura pas contenu 4 à 5 eaux-de-vie blanches différentes. Par contre, on ne va pas le laisser le même temps dans un fût neuf, puisque plus on va le laisser, plus il va apporter du tanin, plus il va apporter d'amertume, parfois de couleur et d'arôme. Donc généralement, on part sur quelques mois, ensuite un petit peu plus long. Ensuite, un fût roux, c'est un fût qui est, pour l'éleveur, c'est un fût qui est épuisé, qui n'apportera plus de tanin, mais qui va surtout digérer le bois pris initialement. Finalement, on parle souvent de 3 phases en vieillissement à Cognac. C'est l'extraction sur un fût neuf, l'assimilation sur la digestion du bois sur un fût roux, et on parlera d'oxydation sur un très vieux fût. Ça peut être des tierçons, c'est des fûts de 540 litres qui ont plus de 100 ans, mais c'est plus des contenants inertes qui permettent un affinage des arômes plutôt qu'un apport tannique. Comment tu décrirais ces notes alors, Olivier? On sent le côté gras quand même et rond qui est lié à la ligne. Un équilibre assez intéressant des arômes. On n'est pas forcément sur les notes que boisées. On va retrouver des fruits confits, des fruits et des épices. C'est assez complexe. Voilà, surtout fruits confits. Surtout fruits confits. Donc l'âge moyen, on est sur 8 ans, je pense, l'âge moyen. Ouais, on a plus de 10 ans, de 9-10 ans que de 4-5 ans. Ça réglisse beaucoup en bouche. On est sur beaucoup plus de profondeur aussi, plus de matière. Très bien, merci Olivier. Guilhem, on va finir avec toi sur un millésime. Tu nous as sélectionné un... C'est pas un millésime. Non. David, c'est un... On a changé tes plans, mais c'est pas grave. Ah oui, je sais plus ce qu'on avait convenu, justement. C'est pas grave. Donc, c'est un bon bois en fait, c'est un bon bois de 1961, mais je peux pas écrire qu'il est de 1961 parce que ce n'est pas un millésime certifié. Voilà. Donc, je mets tout simplement lot numéro 61. On est sur un... Alors, je voulais mettre dans la dégustation, je ne savais plus trop, on en avait parlé, c'est vrai, il y a quelques temps. Ouais. Et je ne vais pas le dire parce qu'ils vont être... Et un peu plus vieux. Bon, d'accord, pardon. C'est bien déjà, hein, attendez, 61, vous vous rendez compte? Certains d'entre nous n'étaient pas nés. Encore. L'idée, là, était simplement de proposer surtout un bon bois. Voilà. Un bon bois, c'est un cru très périphérique. On en parle souvent assez peu. On dit souvent que c'est la variable d'ajustement du cognac. Exact. Quand les volumes ne sont pas faits ailleurs, on va chercher un peu dans les bons bois pour compléter. Alors que les bons bois, c'est un cru magnifique. Il y a des choses superbes. Il y a des terroirs très variés. Évidemment, il y a des terroirs où on voit plus souvent des vaches que de la vigne. Mais dites-vous que sur la partie en verte de la carte, je ne sais pas si vous la revoyez, en fait, vous avez vraiment une grosse partie centrale, Grande Champagne, Petite Champagne, Borderie au nord, et la partie jaune sur les fins bois, c'est 85% de la production annuelle d'eau de vie. Donc dites-vous qu'il reste que 15% sur la partie verte foncée sur la côte, et vert clair sur ces fins bois. Fin bois où en effet on a eu la crise du phylloxéra a permis de créer d'autres économies puisque avant le phylloxéra il y avait énormément de vignes sur La Rochelle, sur les ports, c'était pratique, ça partait assez rapidement. Après ça a été compliqué de reconstituer et les îles qui étaient très productrices de vignes autrefois. Oui. Et donc est né, vous connaissez le beurre sur Gers, le beurre Charente-Poitou. En fait, c'est une activité qui est née suite à la crise du phylloxéra pour trouver une autre activité économique. Donc, il y a eu moins de vignes. Aujourd'hui, c'est très peu de viticolité sur ces zones-là.
Et historiquement, on est habitué à les assembler rapidement. Donc c'est pour ça qu'on ne les laisse pas aller aussi loin et acquérir une telle qualité. Mais potentiellement, c'est des choses qui peuvent vieillir de la même manière que certains fins bois, quoi. Absolument. Et les collectionneurs de cognac recherchent avec beaucoup d'assiduité les très vieux bons bois. Voilà, les très vieux bons bois, c'est quelque chose qui est... Ben, voilà, il n'y en a pas beaucoup, mais on en trouve quand même dans la campagne. Ouais. Et les bons bois peuvent être merveilleux. Ça, c'est un exemple d'un joli bon bois qui a été, en plus de ça, distillé dans un tout petit alambic au bois. Donc dans un 2 ou 3 hectos, je me souviens plus. Et c'est un héritage, voilà. Donc j'en ai très peu. Et 2-3 hectos, c'est une marmite, hein, parce que Oui. sinon, globalement, c'est 25 hectos. à ça Cognac. fait la taille d'une baignoire, grosso modo. Vous le mettez en rond, ça fait voilà, pour situer. Donc ça concentre pas forcément de la même manière. Hein, donc voilà. Donc là, un nez très très fin, très rond, très floral, très. Alors, on parlait des rancio tout à l'heure. Le rancio, souvent, on demande qu'est-ce que c'est. Et alors moi, je donne cette explication-là qui est peut-être un peu express, mais le rancio, grosso modo, là, quand on distille, on retire de l'eau. Hein, c'est une concentration. On va dire que l'alcool, c'est entre l'eau et les huiles essentielles, quoi. Donc, c'est naturellement très gras. Le cognac est gras. Et quand on a souvent les mains dans l'alcool, on a souvent les mains noires, en fait. Parce que c'est gras et donc ça se met partout dans les pores de la peau. Et en fait, au vieillissement, cette graisse contenue dans l'alcool, eh bien, elle rancit, comme toute graisse. Et donc, ça fait partie des arômes du rancio. Il n'y a pas que ça, mais ça, c'est une grosse composante du rancio de cognac. Voilà. Donc, on peut le sentir ici. Il y a déjà un joli rancio ici. Voilà. Vous pouvez le traduire par la figue séchée, raisin de Corinthe. Vous êtes dans un sous-bois humide, c'est mieux que sous-bois humide. Imaginez ces feuilles qui se décomposent. Voilà, vous êtes un peu dans cette atmosphère un peu capiteuse. Et c'est très souvent ce qui va caractériser un rancio assez élevé. Alors, on est encore sur un degré élevé. On est autour de 47-48 degrés. Hein. Voilà. Il n'a pas été réduit. Pardon. Il n'a pas été réduit. Donc, réduction, c'est-à-dire on n'a pas ajouté d'eau durant le vieillissement ou avant la mise en bouteille pour en diminuer le degré alcoolique. Hein, il est brut de fût. On perd en moyenne entre 0,5 et 1% d'alcool par an. Donc imaginez, pour tomber naturellement à 40, il faut beaucoup d'années et beaucoup de stock. Il s'évapore à Cognac l'équivalent de 30 millions de bouteilles par an. On parle de cette fameuse part des anges. Alors les anges chez nous sont joyeux, hein. Ils chantent tout le temps parce qu'à 30 millions de bouteilles, ça commence à faire un gros client. Mais sans eux, malheureusement, on n'aurait pas Cognac puisque il faut cette évaporation, elle est nécessaire et utile pour arriver à des petites bijoux comme ça. Merci Guilhem. Merci à tous. Est-ce que vous avez des questions pour nos 3 intervenants qu'on va remercier de leur participation, de leur passion? Merci Alexandre, à toi pour être là. Non, merci à toi David. Et bon salon à tous. Bravo. Les bonbonnes. Je comprends pourquoi ils n'ont pas les mains.